Merci à toutes et tous pour votre présence, pour ce petit déjeuner webinaire autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Quel business sur une planète dégradée? Comment la réglementation incite les entreprises à s'engager et à coopérer? Aujourd'hui, pour cet événement, je serai pardon, accompagné de Anne-Claire Barbery et de Stéphane Bojanic, tous deux respectivement directrice RSE et innovation chez Perial, et Stéphane, co-directeur RSE de la Poste Suisse, et également de Elodie Russier, qui est responsable de l'activité stratégie d'entreprise et biodiversité au sein de Harpas Trans. Et moi-même, Victor Lavis, qui suis directeur de l'activité biodiversité. Le déroulé va se passer comme suit. Un petit accueil, présentation d'Arpas Trans rapidement, une partie entreprise biodiversité quand le sujet devient incontournable, et ensuite nous passerons à une table ronde et éventuellement avec des questions et des conclusions. Vous avez peut-être remarqué dans la présentation qu'on a parlé de business. Et moi, quand j'ai partagé sur LinkedIn business et biodiversité, on m'a dit oula, Victor, tu es devenu un écologue capitaliste. J'ai dit non, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il faut changer les modèles économiques, puisqu'il faut que les entreprises s'engagent et prennent en compte justement ce sujet de la biodiversité et du vivant, au même titre qu'on a eu ce combat pour le carbone, on l'a toujours, mais comme on l'a déjà dit, carbone, biodiversité, même combat. Donc il faut s'engager sur ce sujet et essayer de travailler justement vos modèles d'entreprise pour qu'on arrive à préserver le vivant. Arpassan, c'est un cabinet de conseil en immobilier durable qui existe depuis 32 ans, avec une grande volonté de créer ensemble un immobilier, des villes, des territoires en impact positif. On est certifié Bicorp depuis 2017 et nous en sommes très fiers. Pour réussir à challenger justement, euh, je veux dire, cette motivation globale, nous travaillons avec 4 pôles d'activité. Un pôle de programmation et d'AM projet qui vise à accompagner les grands utilisateurs dans leur stratégie immobilière. Un pôle de workplace design experience qui vise justement à concevoir, aménager des nouveaux espaces de travail et aussi à travailler sur les sujets de confort, santé, bien-être qui nous sont indispensables. Au-delà du confort, santé, bien-être, on pense aussi à la planète avec 2 activités liées au sujet plutôt de développement durable. Donc, une activité de stratégie durable et de transition qui vise à accompagner les acteurs dans l'intégration des sujets RSE, carbone au sein de leurs projets et des entreprises, et une activité biodiversité et paysage qui est représentée par le pôle Gondwana. Gondwana, c'est 20 écologues, des naturalistes, des ingénieurs, des agronomes, des paysagistes. C'est 7 assesseurs biodiversity, c'est 2 thèses de recherche sur les connectivités écologiques, c'est énormément d'études écologiques qui sont réalisées chaque année, des volets faune-flore, et aussi maintenant des sujets de stratégie d'entreprise, puisque au final, on a la chance et la force de pouvoir accompagner nos clients de A à Z sur la stratégie globale jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle du sujet biodiversité. On a donc 3 activités. Une activité de stratégie biodiversité, qui est le cœur de la conférence, donc je vais la présenter euh, très rapidement. L'objectif, c'est bien sûr de d'intégrer le vivant dans vos stratégies d'entreprise en lien avec les réglementations, mais aussi sur des approches volontaires avec un aspect de formation, d'animation qui peut être très important. Un métier d'ingénierie du vivant qui concerne tout ce qui va être les volets faune-flore d'études d'impact, les diagnostics écologiques, l'AMO biodiversité dans le cadre des projets, et une activité de paysage et de génie écologique, puisqu'aujourd'hui, on s'en a envie justement d'accompagner encore plus les acteurs de la ville dans l'intégration du vivant. Je vais maintenant demander à Elodie de nous rejoindre, qui va vous présenter justement les enjeux de l'entreprise et biodiversité, euh, et aussi se présenter dans le cadre de son poste aujourd'hui. Petite parenthèse, j'ai oublié de dire aux personnes qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin. Merci beaucoup. Merci Victor. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui et à ceux qui sont présents en ligne également. Je m'appelle Élodie Russier de Coster. Je suis actuellement responsable d'activité stratégie biodiversité au sein d'Arpas Trans.
Les missions qu'on développe au niveau du pôle, au niveau de la cellule stratégie, c'est principalement l'accompagnement d'entreprises pour connaître leurs enjeux liés à la biodiversité, les aider à définir une stratégie biodiversité, les aider à changer leur modèle d'affaires pour mieux prendre en compte la biodiversité, le tout dans une stratégie qui est intégrée avec les sujets RSE, carbone et résilience. Je vous propose une présentation aujourd'hui sur les entreprises et la biodiversité quand le sujet réglementaire et le sujet de la biodiversité devient quelque chose d'incontournable en entreprise. Alors, bon, on voit pas les titres. Quand la perte de biodiversité devient un fait vraiment avéré, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà vu un certain nombre de fois. En 2019, l'IPBES a réalisé une analyse qui montrait que plus de 1 million d'espèces étaient menacées d'extinction et il demandait des changements transformateurs pour restaurer et pour protéger la biodiversité. Ça, c'était en 2019. Finalement, on s'aperçoit que là, en 2023 et même 2022, on a l'indice Planète Vivante qui évalue la perte de biodiversité et plus particulièrement la dégradation vis-à-vis des mammifères à près de 70%. L'indice Planète Vivant, c'est un indice qui est évalué par le WWF tous les 2 ans et les constats sont vraiment alarmants et attestent vraiment d'une dégradation dans le sens où on avait 58% de dégradation en 2016, on est passé à 60% en 2018, puis 68% en 2020 et maintenant à 69% en 2022. Donc ce sont des faits qui sont établis par les scientifiques qui vraiment montrent cette perte de biodiversité. D'autre part, les enjeux vont vraiment au-delà des espèces, puisqu'on évoque la notion de limites planétaires. Ce sont des limites qui ont été identifiées par des chercheurs du Stockholm Resilience Center, qui évoquent le fait que la planète finalement a des limites. La planète ne peut pas nous apporter tout ce dont on a besoin si on dépasse des limites. Ces limites qui sont à ne pas franchir en théorie, sachant que sur les limites à ne pas franchir, on en a déjà franchi 6. En 2022, on a franchi la 6e limite qui concernait l'eau. Au niveau des limites planétaires, il y a la notion donc, de limites liées à tout ce qui est azote, l'introduction d'entités dans la biosphère, les changements d'utilisation des sols, mais également l'érosion de la biodiversité. Et l'érosion de la biodiversité fait partie d'une des limites planétaires qui a déjà été dépassée. Ça, c'est en 2022. En 2024, fin 2023, se tient le World Economic Forum qui évoque justement les enjeux notamment de biodiversité, les enjeux liés aux entreprises. Et parmi les présentations qui sont faites à ce World Economic Forum, on parle des risques qui sont représentés sur la planète. Et au niveau de ces risques, il y a 10 principaux risques qui sont évoqués avec des échéances plus ou moins longues. J'ai retenu celle qui était à 10 ans, une des échéances à 10 ans, et parmi les principaux risques qui sont identifiés, donc des risques auxquels la planète et l'humanité doivent se préparer en prévision de tous ces changements pour améliorer sa résilience, la biodiversité est évoquée plusieurs fois. Donc on a la notion de changement climatique, on a la notion de risques naturels, mais également la perte de biodiversité et l'amoindrissement des écosystèmes. L'effondrement même des écosystèmes fait partie du 4e risque sur 10 risques. La perte de biodiversité, c'est le risque pour lequel les scientifiques considèrent qu'il y a une évolution qui va être vraiment, et donc même une dégradation qui va être la plus importante dans les années à venir. Et vous allez me dire, et les entreprises dans tout ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse le lien avec les entreprises? Pourquoi les entreprises dans tout ça? Parce que finalement, les entreprises sont dépendantes de la nature. Les entreprises sont dépendantes de la nature à 2 titres, à la fois à travers les services dont elles bénéficient, mais aussi à travers les impacts que leurs activités peuvent avoir sur la nature. Donc, il y a une notion de responsabilité sociétale de manière générale en tant qu'entreprise. Au niveau des services, si on détaille davantage, ça va être pour les activités que vous allez mener, l'approvisionnement. Vous allez avoir besoin de matières premières, quelle que soit votre activité. Vous pouvez avoir une activité en lien direct avec la nature, par exemple de l'agriculture, de la cosmétique. Vous pouvez avoir une activité qui est moins en lien, mais pour autant, vous allez avoir besoin d'approvisionnement. Donc, tout au long de la chaîne de valeur d'une entreprise,
on a besoin de services qui nous sont rendus gratuitement par la nature pour assurer notre fonctionnement en tant qu'entreprise et notre pérennité. Par ailleurs, les entreprises ont des impacts sur la biodiversité, notamment avec les activités, par exemple, de la dégradation d'écosystèmes, des activités immobilières qui vont consommer des espaces, de la pollution, des gaz à effet de serre qui vont être émis. Donc, ce sont les notions de service et d'impact et de dépendance. Et il y a deux chiffres clés que je voulais porter à votre connaissance. Le premier, c'est que 55% du PIB mondial dépend de la nature et de ses services. Donc, si on n'a plus de nature, notre PIB mondial aurait quand même un gros souci. D'autre part, 75% des terres sont déjà altérées par l'humanité. C'est-à-dire que nos activités engendrent des dégradations des milieux naturels, des dégradations des terres. Et ça, c'est un fait. On a déjà 75% qui est dégradé. Au-delà de ça, les entreprises peuvent avoir des impacts, elles peuvent avoir des dépendances, mais elles ont aussi des risques et des opportunités liées à la biodiversité. Les risques et des opportunités, ça va être des risques d'ordre juridique, ça va être des risques pour pouvoir s'assurer de l'approvisionnement. Si on n'a plus de biodiversité, on ne peut plus s'approvisionner, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais aussi des opportunités liées à la protection de la biodiversité, liées au fait de pouvoir, par exemple, se différencier. Je reviendrai dessus après. Alors, ces risques, ces opportunités, ces impacts et ces dépendances, ça nécessite d'être évalué. Et nécessite d'être évalué parfois pour engager aussi, de manière générale, il faut que des textes et des régulations accompagnent les démarches et poussent les acteurs à définir ces engagements. Alors, quels sont ces textes et quelles sont ces réglementations? L'accord de Kunming-Montréal, donc issu de la CDB, la Convention pour la diversité biologique, qui date de fin 2022, évoquait justement les entreprises et évoque le fait qu'il est important de pouvoir préserver la biodiversité, les services écosystémiques et de pouvoir maintenir une planète saine qui procure des avantages essentiels à tous. Ces accords-là, qui sont donc à un niveau très stratégique et qui sont de l'ordre de l'incitation des États, peuvent se décliner à une échelle plus nationale à travers des engagements, et notamment pour la France, vous n'êtes pas sans connaître la stratégie nationale pour la biodiversité qui a été renouvelée, qui est maintenant une stratégie nationale jusqu'en 2030 et qui elle-même cite explicitement les entreprises et les invite à s'engager à travers un dispositif qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. Ça, ce sont pour les aspects incitatifs et les cadres stratégiques. En parallèle, il y a aussi des aspects purs réglementaires. Il y a le European Green Deal, donc le Green Deal européen qui évoque la partie climatique notamment et dont l'objectif est de pouvoir réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Sauf que pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil. On peut avoir des ambitions, néanmoins, parfois, il faut que la réglementation puisse suivre, d'où plusieurs réglementations qui sont en cohérence avec ce cadre européen. Je vais citer plusieurs réglementations, ce ne sera pas un état des lieux détaillé et l'idée n'est pas de faire un topo sur l'intégralité des réglementations. Néanmoins, il y a la taxonomie européenne, sur laquelle je vais revenir après, la CSRD, la SFDR, donc à l'échelle européenne, et en France, la loi climat-énergie avec notamment l'article 29. On parle de réglementation, on parle de cadre stratégique, ce qui pousse aussi les États à identifier ces cadres-là, à inciter largement à contribuer, c'est que finalement, on s'aperçoit aussi que les financements publics ne seront pas suffisants pour préserver la biodiversité et préserver notre cadre de vie. Donc, il y a nécessité d'impliquer largement les acteurs, d'impliquer les entreprises et d'impliquer des financements privés. Alors, petit focus sur trois réglementations, la CSRD, la taxonomie européenne et la SFDR. Dans un premier temps, la taxonomie européenne, c'est vraiment la colonne vertébrale des réglementations européennes. Elle propose une classification standardisée des entreprises. L'objectif, c'est d'identifier les entreprises qui vont être considérées comme durables. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler durable? Ce sont des entreprises qui vont répondre à des objectifs environnementaux, qui vont être alignées sur des critères et qui vont pouvoir reporter sur des éléments précis et donc être considérées comme une activité durable. La CSRD, donc l'application de la taxonomie, c'est maintenant, c'est en 2024 à partir de janvier.
La CSRD, c'est donc la Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est une directive sur le reporting extra-financier. Elle incite, et elle l'oblige même, hein, les entreprises à avoir davantage de transparence et à publier des informations extra-financières à travers ce qu'on appelle une analyse de double matérialité qui identifie les impacts de l'entreprise sur l'environnement et l'influence de l'environnement sur l'entreprise, qui a des critères avec des normes standardisées, 12 normes, dont une spécifique sur la biodiversité, le SRS 4, E4, pardon, et qui invite les entreprises à faire un rapport de durabilité. Donc, on est plutôt sur une obligation de moyens, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir communiquer des informations. Ce n'est pas forcément le résultat en soi, ce n'est pas un résultat défini qui est forcément attendu, mais c'est déjà un moyen et une communication d'informations. Et la SFDR, c'est une directive également sur les notions de transparence qui vise à comparer et à faciliter la comparaison des sociétés financières et de leurs produits, avec un article 9 qui est vraiment sur les investissements durables. Alors, la réglementation, j'entends bien les acteurs économiques qui parfois nous disent il y a beaucoup de réglementation, ça nécessite un reporting qui est lourd, ça nécessite de faire remonter des informations, des moyens humains, des moyens financiers. Effectivement, on peut s'y perdre. Effectivement, ça fait beaucoup. Effectivement, on ne sait pas exactement où aller pour l'instant. Néanmoins, je trouvais intéressant de pouvoir appuyer quelques propos, notamment sur l'intérêt de ces réglementations et ce que ça peut aussi vous apporter au sein des entreprises. Pour moi, le premier aspect, c'est que ça apporte un cadre commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont concernées vont avoir un cadre, ça cadre les démarches et ça aide aussi à avancer. C'est aussi un cadre qui permet de comparer les entreprises entre elles et qui donne davantage de fluidité, par exemple sur des investissements financiers, de savoir qui va investir dans quel type d'activité. On peut davantage comprendre même en tant que client, par exemple. Le deuxième aspect, c'est la notion de transparence, puisqu'effectivement, les entreprises sont amenées à publier des informations sur leur reporting extra-financier. Donc, ça veut dire qu'elles doivent avoir une transparence. Mais pour avoir cette transparence, il faut qu'elles soient certaines des données qu'elles vont publier, puisqu'il va y avoir un regard externe et une attente des parties prenantes. Et ça veut dire qu'elles-mêmes, elles vont être invitées à creuser au sein de leur propre structure quelles sont les données disponibles, quels sont les manques actuels et où est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et pour avoir toutes les données attendues. Troisième aspect, c'est la remontée d'informations. Je l'évoquais rapidement, finalement, on s'aperçoit qu'en entreprise, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, même des actions de terrain. Je me souviens d'exemples avec des structures du domaine extractif où finalement, ils n'avaient pas connaissance de tout ce qui pouvait être fait sur les sites. Et pourtant, il y a des choses qui sont faites et j'ai aucun doute qu'au sein de vos propres entreprises, vous avez beaucoup de choses qui sont faites. Néanmoins, ça n'arrive pas toujours à l'échelle d'une direction développement durable ou encore pire, ou encore plus à l'échelle d'un groupe. Et donc, le fait qu'il y ait cet exercice de reporting, ça oblige à avoir une remontée d'informations. Connaissance de ces enjeux, puisque pour remonter des informations, il faut connaître ces enjeux. Donc, une obligation comme je disais tout à l'heure, de creuser davantage, de faire des états des lieux, de connaître ces liens à la biodiversité, de connaître ces enjeux. Ça permet aussi d'anticiper, finalement, puisque si on connaît ces enjeux, on va savoir anticiper ce qui peut se passer par la suite, les éventuels risques pour l'entreprise. Et finalement, il y a quand même aussi une opportunité de différenciation, puisque à travers les réglementations, on va définir des entreprises qui sont considérées comme plus durables et ça va permettre d'orienter des financements à plus long terme. Alors, respecter la réglementation, vouloir être un acteur pour protéger la biodiversité, très bien, mais comment est-ce qu'on le fait? Le reporting, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir en tête de se dire je veux être conforme à la réglementation et je vais mettre tout en œuvre pour être conforme à la réglementation. L'idée, c'est surtout de se dire que c'est un jalon dans la vie de l'entreprise et que la finalité, c'est plutôt de pouvoir avoir une stratégie biodiversité, d'avoir une démarche qui est intégrée et d'avoir vraiment une réflexion sur toute sa chaîne de valeur et sur toutes ses activités. Alors, excusez-moi. Si l'ordinateur s'éteint maintenant, ce serait un peu dommage. Donc, je vous disais, le reporting, ce n'est pas une fin en soi. Effectivement, comment est-ce qu'on peut faire pour adapter une stratégie biodiversité? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant?
Alors, adapter une stratégie biodiversité, je voulais symboliser, c'est plutôt le WWF qui le symbolise de cette manière-là, avec ce qu'on appelle la dynamique de basculement d'un système. La dynamique de basculement d'un système, c'est le fait de pouvoir identifier des leviers précis et identifier des axes de changement. Donc, établir une stratégie, et notamment une stratégie biodiversité, ça va être définir une orientation organisationnelle claire, suivre un plan qui est exécutif solide. Pour ça, il faut qu'il y ait des conditions favorables. Donc, il faut pouvoir impliquer des salariés, il faut pouvoir avoir un modèle économique qui soit stable, il faut pouvoir voir sur du long terme. Et alors, en détaillant davantage, je reprendrai après, quelles sont les étapes pour mettre ça en œuvre? La première étape, c'est déjà d'identifier sa maturité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, mes collègues dans d'autres entreprises sont très en avance sur la biodiversité, ils sont engagés dans les SBTN, ils sont engagés dans la TNFD, ils sont au top sur la CSRD, mais moi, dans mon entreprise, je ne suis pas à ce niveau de maturité-là. Et c'est tout, c'est un état de fait. L'idée, c'est vraiment de savoir quel est notre point de départ pour pouvoir avancer. Savoir quel est son point de départ et identifier sa maturité, ça permet aussi d'associer les bonnes parties prenantes. Identifier sa maturité, ça va être l'étape qui est antérieure à l'évaluation des enjeux, l'évaluation des liens à la biodiversité. Évaluer ces liens à la biodiversité, c'est pouvoir faire un état des lieux. Quels sont les impacts de mon activité? En quoi est-ce que j'en dépends? En quoi est-ce que je dépends de la biodiversité, comme on évoquait tout à l'heure? Quels sont les risques aussi associés à la prise en compte de la biodiversité, à la non prise en compte de la biodiversité? Et qu'est-ce que ça peut apporter à mon entreprise? C'est aussi prendre en compte les réglementations, bien entendu, et c'est identifier des outils pertinents pour pouvoir s'engager. Des outils pertinents, on évoquait les SBTN, la TNFD, les dispositifs entreprises engagées pour la nature qui offrent des guides. C'est aussi pouvoir se faire accompagner par des écologues, se faire accompagner par des personnes qui vont pouvoir vous guider sur cette compréhension de vos enjeux. L'évaluation, elle peut être à la fois qualitative ou quantitative, suivant les données que vous avez. Et si vous n'avez pas de données en interne, la première étape, c'est de faire une évaluation qualitative qui mènera après sur une étude plus approfondie. Et l'évaluation également, ça peut être en deux temps. Ça peut être une évaluation à l'échelle des sites, donc sites centrés, par exemple, si vous avez un patrimoine immobilier ou différents sites d'entreprise, ou ça peut être à l'échelle d'un groupe où vous allez passer en revue toutes les activités. Il n'y a pas de bonne recette finalement, il n'y a pas une ligne directrice unique. Tout dépend de la stratégie, de votre fonctionnement, de votre modèle d'affaires. Cette évaluation, ça vous mène après à un engagement, c'est-à-dire définir des orientations. Maintenant que vous avez connaissance de votre état des lieux, que vous avez conduit cette évaluation, quels sont les principaux enjeux que vous retenez et comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Comment est-ce que vous pouvez vous engager? Donc, c'est définir une stratégie biodiversité, dans l'idéal intégrée à une stratégie RSE pour avoir une vision large, comme Victor disait tout à l'heure, vis-à-vis du climat. Et c'est également avoir des indicateurs, définir des indicateurs, des objectifs chiffrés pour pouvoir avoir une mise en place opérationnelle. Une fois que l'engagement est défini, il peut être validé et valorisé par des structures extérieures. Je reparle du dispositif Entreprises engagées pour la nature, mais il en existe d'autres. Business for Nature, il existe Act for Nature International. Une fois que l'engagement est solide, qu'il est intégré, validé en interne, vous pouvez passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire mettre en place des actions concrètes, à la fois sur les sites, mais de manière globale. De manière globale, par exemple, avec des lignes directrices, avec des guides sur des cahiers des charges de gestion. Et puis, régulièrement suivre et adapter les actions. Donc, avoir un reporting, avoir un suivi des actions et pouvoir s'adapter, s'améliorer en permanence. Donc finalement, je vous l'ai mis de manière linéaire, mais on pourrait le réfléchir comme une boucle circulaire dans le sens où on va toujours mettre en œuvre les actions et se réévaluer en permanence. Il y a des acteurs qui sont incontournables en entreprise, les salariés, les dirigeants. Porter une stratégie, que ce soit une stratégie biodiversité ou un autre type de stratégie, ça ne fonctionne que si vous avez de la communication en interne, si vous avez l'adhésion des parties prenantes en interne, si vous avez de l'information des parties prenantes en externe et si vous avez de la formation. Pour moi, c'est un des socles aussi. C'est pour ça qu'on voit ces personnes qui poussent la boule et qui permettent aussi de faire fonctionner cette stratégie.
On a donc évoqué plusieurs aspects. On a la notion de biodiversité et le constat de perte de la biodiversité. Pour autant, ne pas rester sur des éléments défaitistes, sinon ça ne nous pousse pas à l'action. On évoquait les stratégies d'entreprise, la réglementation qui évolue, qui peut inciter les entreprises à aller de l'avant. On a évoqué cette notion de stratégie, comment on peut adapter sa stratégie d'entreprise. Pour moi, la stratégie d'entreprise, c'est avant tout pour l'entreprise. Ça peut être pour répondre à des attentes de parties prenantes, mais c'est aussi pour vous, pour comprendre vos enjeux, pour pouvoir avoir aussi des activités qui fonctionnent, qui soient durables, pérennes et aussi pouvoir être concurrentielles. Et je pense que la biodiversité, même si elle n'est pas toujours valorisable économiquement, elle a toujours une plus-value intrinsèque qui est forte, que ce soit pour la pérennité de votre entreprise ou pour des valeurs ajoutées, notamment en termes de bien-être des usagers, etc. et de la biodiversité. Et je finirai par un chiffre qui est issu de l'OFB et du fameux dispositif Entreprises engagées pour la nature. C'est qu'un Français sur deux attend des entreprises qu'elles s'engagent pour la nature. Alors, je vous poserai la question, et vous, si vous n'êtes pas déjà engagé, est-ce que vous êtes prêt à agir? Et je vous remercie. Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces informations. Donc, on a pu faire un petit peu un état de l'art de ce qui se passe en manière de réglementation et de comment les entreprises peuvent s'engager. Et justement, maintenant, on va inviter deux entreprises à nous montrer comment elles se sont engagées dans ces démarches de biodiversité. Donc, je vais inviter Anne-Claire Barbery à nous rejoindre sur, sur plus ou moins la scène. Et Élodie Russier aussi également de venir. Et Stéphane Vojanic qui est donc en ligne et que vous pouvez voir en bas à l'écran. Pour cette table ronde, vous avez dû voir dans les invitations que Sylvie Gillet devait être présente parmi nous. Malheureusement, dimanche soir, elle nous a prévenu qu'elle avait un empêchement. Donc, Élodie vient représenter aussi, je dirais, les travaux de Harpas Trans, mais aussi nous faire son retour d'expérience qu'elle a pu avoir dans ses expériences passées avant de nous rejoindre. On a pu voir justement qu'il y avait un certain nombre de réglementations qui engageaient les entreprises et justement, on va pouvoir voir avec Anne-Claire et Stéphane quelles ont été peut-être la genèse qui a engagé vos entreprises dans cette réflexion autour du vivant et de la biodiversité. Et en même temps, je vous invite à prendre la parole pour vous présenter et présenter votre structure. Anne-Claire, peut-être puis-tu commencer? Bonjour à toutes et à tous. Donc Anne-Claire Barbieri, moi je suis directrice RSE et innovation du groupe Perial. Le groupe Perial, c'est un groupe immobilier familial basé à Paris qui gère deux activités. Une activité principale autour de la société de gestion Perial Asset Management. Donc c'est concrètement des fonds immobiliers, SCPI, SCI. Et puis une activité de value add sous la marque Perial Investment Development. Merci. Quelle a été du coup cette genèse et qu'est-ce qui a fait que vous avez intégré le sujet du vivant au sein de vos activités? Alors, quand je suis arrivée au sein du groupe, j'avais à cœur de pouvoir mettre en place une stratégie cohérente en matière de RSE, mais qui capitalisait sur des succès, notamment un des fonds historiques de la gamme de Perl Asset Management, PFO2, qui, depuis sa création en 2009, intègre des objectifs environnementaux. Donc, ma feuille de route, c'était de pouvoir capitaliser sur ces succès et ces éléments et ces atouts pour finalement avoir une politique RSE qui s'étoffe en thématique et qui couvre l'ensemble des activités. Et donc, la biodiversité me semblait importante. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on avait moins ces cadres réglementaires qui se sont accélérés assez fortement sur les dernières années. Mais avant de démarrer, alors moi, j'avais été à la bonne école. Donc, je connaissais plutôt bien les labels en termes de biodiversité, mais mon objectif, ce n'était pas de dire je prends un des 500 actifs et je regarde si je peux le certifier. J'ai voulu me poser la question de savoir finalement est-ce que le patrimoine qu'on gérait était situé dans des zones d'intérêt écologique? Est-ce qu'il y avait des trames écologiques à respecter? Est-ce qu'il y avait des zones à préserver à proximité des sites? Donc pour réaliser ça, on a travaillé sur une cartographie des sites du patrimoine des fonds pour savoir s'ils étaient à proximité de zones d'intérêt ou de zones protégées.
Donc, ça a été vraiment le point de départ de comprendre finalement où étaient les enjeux. C'est un peu ce que tu disais, Elodie, tout à l'heure. C'est finalement, parmi tout ce patrimoine qui est assez important, par où commencer un peu de la même façon qu'on fait sur les autres thématiques. Quand vous voulez travailler l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, vous ne commencez pas par isoler ou remplacer la clim sans faire d'audit ou de comprendre voilà, un petit peu les enjeux un petit peu macro. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a démarré en comprenant finalement quels étaient les enjeux sur notre patrimoine. Et ensuite, ça a permis de se dire, OK, il y a des enjeux, comment on y va, comment on montre qu'on s'améliore. Là est arrivé aussi justement ce cadre réglementaire qui a commencé à se renforcer et puis des démarches, on n'a pas forcément cité là, mais nous qui nous concerne beaucoup, c'est notamment le label ISR. Donc pour les fonds, notamment les fonds immobiliers, on a la possibilité de labelliser nos fonds sur des démarches d'amélioration continue avec un objectif extra-financier qui est à la main de la société de gestion. Et de la même façon, pour essayer de couvrir des thématiques assez larges, j'ai choisi de travailler le sujet de la biodiversité sur un des fonds, PF Grand Paris, une de nos SCPI, en me disant, pareil, il y avait eu pas mal d'études qui avaient démontré l'intérêt des espaces verts d'entreprise dans le maintien des trames écologiques. Et donc, c'est vrai qu'initialement, on peut se dire PF Grand Paris, un territoire francilien très imperméabilisé. Est-ce que finalement, on a la main pour travailler sur cette matière de biodiversité? Et donc, c'est un peu toujours dans une logique de savoir ce qu'on fait, comment on s'améliore. Donc, on a travaillé sur ce fonds-là et pour matérialiser l'engagement, l'objectif et l'amélioration continue, on a créé un indicateur avec l'équipe Gondwana, le coefficient socio-écologique par surface, qui permet en fait d'évaluer la qualité et la quantité en matière de biodiversité sur chacun des sites. Donc, ça donne un score qui, si on réalise des actions, est amélioré au fil du temps, et ce qui permet de matérialiser l'amélioration continue qui est notamment demandée dans le cadre du label ISR. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, cette démarche-là, elle était pertinente, elle fonctionnait bien, donc on l'a élargie à l'ensemble du patrimoine des fonds. Et on a été très content aussi de pouvoir valoriser ça dans le cadre des réglementations, notamment la loi énergie, enfin, l'article 29 de la loi énergie-climat. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Stéphane, vous êtes en ligne. Vous, je dirais, le sujet de la biodiversité est arrivé peut-être un petit peu plus tardivement. Est-ce que déjà vous pouvez présenter peut-être la Poste suisse et toutes ses activités, puisqu'on a aussi découvert que vous avez un certain nombre d'activités. Bien sûr, finalement, c'est assez similaire à la Poste française. On a 5 activités principales. On a bien sûr le service, on va dire toute l'activité logistique, avec le transport de courrier, de marchandises, de colis. Ça, c'est finalement ce que tout le monde connaît. Après, le deuxième point qu'on connaît souvent, c'est l'aspect bancaire. Donc, on a aussi une banque. Ensuite, on va avoir tout un aspect transport. Donc là, on va avoir comme finalement très similaire à nouveau à la France, des cartes postaux, mais aussi des locations de véhicules un peu différents. On va aussi avoir toute une gestion de biens immobiliers, on gère environ 2000 biens dans toute la Suisse. Et enfin, tout un aspect communication qui est un peu plus récent, où là, on va par exemple travailler sur des sujets comme le e-voting pour la Suisse. Donc vraiment très varié en termes de sujets. Donc finalement, un peu comme Anne-Claire disait, moi j'ai rejoint la Poste il y a un peu moins d'un an. Et quand je suis arrivé, moi aussi, je souhaitais finalement mettre en place une démarche pertinente pour la Poste, m'assurer que ce qu'on faisait était bon, on a bien sûr, en tant qu'entreprise dont le principal actionnaire est l'État, on a un devoir d'exemplarité, de leadership pour la Suisse. Donc c'est aussi quelque chose qui est un critère important dans notre réflexion. Et donc je suis arrivé, j'ai regardé. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'ai regardé notre analyse de matérialité pour voir quels sont les sujets qui sont pertinents pour la Poste d'un point de vue stratégique, et le sujet biodiversité était tout en bas à gauche. À l'opposé, on avait le climat sur lequel on fait beaucoup d'actions, qui était vraiment au cœur de notre stratégie. Et la question que l'on s'est posée, c'est est-ce que le placement de la biodiversité en bas à gauche signifie qu'on n'a pas grand-chose à faire, finalement que ce n'est pas un sujet pertinent pour la Poste, ou est-ce qu'au contraire, on ne sous-estimerait pas l'importance de ce sujet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une analyse de matérialité, c'est une photo à un moment donné.
Aujourd'hui, on se déplace de plus en plus vers ce qu'on appelle l'analyse de matérialité dite dynamique, puisque on doit constamment remettre en cause là où on en est. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à réfléchir sur ce sujet. Dernier point peut-être qui est aussi important, le cycle actuel de notre stratégie se terminera en 2024. Donc c'est aussi bien sûr dans le contexte de la préparation de la prochaine stratégie d'entreprise. Merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces précisions. Justement, je vais donner la parole à Élodie. Élodie a pu travailler au sein de l'UICN France sur les partenariats entreprises et biodiversité. Élodie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui pousse au final les entreprises à s'engager autour du vivant, peut-être même avant les réglementations d'ailleurs? Alors, je pense que par rapport aux entreprises, c'est vrai qu'on a vu vraiment une évolution de la prise en compte de cette thématique. Ce qui peut pousser les entreprises à s'engager, effectivement, il y a l'aspect réglementaire, puisque ça peut sécuriser des activités, sécuriser des sites. Au-delà de ça, je pense quand même que les entreprises ont aussi un vrai enjeu sociétal et de responsabilité. Elles ont conscience des activités et de l'impact qu'elles peuvent avoir. Un enjeu de responsabilité, un enjeu de répondre aussi aux attentes des parties prenantes qui peuvent être avoir un pouvoir d'influence fort. Et ce qui peut pousser aussi les entreprises à agir, c'est le fait de vouloir structurer elles-mêmes leur démarche, comme je l'évoquais tout à l'heure. Avoir une meilleure connaissance de leur fonctionnement interne, pouvoir améliorer leur process, parce que finalement, connaître, s'engager et connaître son fonctionnement, ça permet d'améliorer sa performance in fine. Merci, merci beaucoup. Anne-Claire, vous nous avez parlé justement du C2S, de la cartographie de patrimoine. Il y a eu une volonté de votre part, en arrivant chez Perial, justement, de prendre à cœur ce sujet de la biodiversité. Est-ce que vous avez senti peut-être vis-à-vis du groupe, des investisseurs, des freins ou des opportunités à traiter ce sujet de la biodiversité? Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai présenté pour la première fois l'indicateur C2S, on m'a regardé un peu avec des grands yeux. Pas parce que ça intéressait pas, mais parce que c'était très nouveau et que c'est vrai qu'à contrario du climat qui peut avoir une approche assez technique de prime abord, la biodiversité, finalement, en premier abord, on se dit, bah, effectivement, je comprends à peu près ce que c'est assez simple, je le matérialise. Alors que c'est quand même assez compliqué. Et donc, quand on va dans le détail de la mesure, du suivi, tout de suite, ça peut, comment dire, ça peut refroidir ou en tout cas laisser un certain nombre de personnes éloignées du sujet assez perplexes. Et finalement, alors évidemment, au-delà des convictions qu'on a au sein du groupe, les travaux qu'on mène à l'échelle des fonds ont des objectifs financiers assez évidents: maintenir la valeur du patrimoine, maintenir la résilience financière des fonds. Et donc, finalement, c'est en accent sur ces points-là, ces objectifs-là, que la démarche a été aussi acceptée, dans le sens où ce n'est pas une démarche qui est très coûteuse, qui est assez pratique à mettre en place. Voilà, il y a un certain nombre d'audits, de plans d'action, de travaux qui sont intégrés dans les budgets, qui sont suivis par les asset managers, les property managers. Et ensuite, on fait un certain nombre de bilans, mais on fait intervenir aussi nos parties prenantes, nos partenaires externes, property managers, prestataires d'entretien des espaces verts. Donc finalement, on s'est intégré dans la démarche sans rajouter de la viscosité à ce qui existait déjà. Et je pense que ça a permis aussi de rassurer et finalement à toutes les équipes de prendre en main le sujet, même si elles n'étaient pas complètement convaincues ou expertes du sujet. Merci, merci beaucoup. Stéphane, votre approche est un petit peu plus récente, je dirais. En plus, il y a un contexte réglementaire suisse qui est encore différent, je dirais, par rapport à la France. Où en êtes-vous au final sur ce sujet d'intégration du vivant par rapport à votre stratégie carbone qui est déjà hyper développée? Comme je disais, le premier point, c'est de confirmer si le sujet était pertinent ou pas. Et ça, c'est vraiment ce que disait Élodie un peu plus tôt, c'est une question de responsabilité. Si on ne travaille pas sur ce sujet, il faut démontrer que ce n'est pas pertinent pour nous. Et si c'est pertinent, il faut travailler dessus. Et ça, finalement, ça rejoint aussi l'esprit de la CSRD qui demandera à toutes les entreprises européennes de faire cet exercice et finalement qui est assez logique, même si la CSRD ne s'applique pas directement en Suisse. Où on en est aujourd'hui, justement, on a fait un premier travail qualitatif pour confirmer la pertinence de ce sujet,
ou en tout cas le besoin de travailler, d'identifier plus on va dire, plus en détail l'impact et les dépendances que l'on a vis-à-vis de la biodiversité. Les résultats de cette analyse, finalement, ont été assez on va dire, cohérent pour moi, logique. J'ai travaillé aussi dans le passé sur la biodiversité, donc j'étais moi-même aussi sensibilisé sur ce point. Et c'est vraiment une première étape, donc cette analyse qualitative. On l'a faite aujourd'hui, on sait qu'on a des dépendances, en particulier sur l'immobilier, en particulier au niveau de l'activité bancaire et aussi pour une activité tierce liée à la capture de carbone. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de quantifier. Et ça, c'est un point très important. Il ne faut pas être dogmatique sur le sujet, même si nous-mêmes, si on est ici, on voit l'importance du sujet. Il faut quantifier, il faut démontrer qu'il y a un vrai enjeu pour nous en tant qu'entreprise et pour notre durabilité. Et c'est ça la prochaine étape. Typiquement, pour notre activité bancaire, on sait qu'une banque, via ses investissements, peut avoir un impact positif ou négatif sur la biodiversité, mais ça dépend de son portefeuille d'investissement. Et la prochaine étape, justement, est d'analyser, c'est quelque chose qui a déjà commencé, notre portefeuille d'investissement pour voir si il y a un lien, on va dire une dépendance forte ou pas. Et ce n'est pas le cas, on l'expliquera aussi, et ce n'est pas un problème en soi. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de passer, on est passé d'une étape qualitative, de passer une quantification des enjeux pour ensuite l'intégrer, on va dire, au bon niveau dans notre stratégie. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire s'il y a une prise de conscience collective au sein de la Poste suisse à intégrer ce sujet ou en tant que personne déjà sensibilisée au sujet, vous étiez le ferveur défenseur unique? Comme l'a dit Elodie plus tôt, c'est pas parce qu'au niveau corporate, au niveau du siège, c'est pas parce qu'on n'a pas l'information qu'il ne se passe rien. Il y a beaucoup de choses qui se passaient à la Poste, mais c'était décidé au niveau de chaque activité. Par exemple, l'activité immobilière avec le programme Casa Verde, qui avait pour objectif d'intégrer la biodiversité. Mais nous, au niveau du siège, ça ne faisait pas partie de la stratégie du groupe. Donc là, donc il y avait déjà des choses qui étaient faites, mais finalement de façon très décentralisée et pas toujours en synergie entre les différentes activités. La question qui se pose finalement maintenant, c'est de voir comment, si c'est pertinent de parler de sujets au niveau du siège et donner des cibles dans le contexte de la stratégie à ce niveau-là. Merci beaucoup. Élodie, justement, comment tu perçois l'évolution de ce sujet depuis, au final, la stratégie nationale de biodiversité de 2012, peut-être? Alors, c'est vrai que la SNB 2012, ça peut sembler loin maintenant. C'était la première SNB qui associait vraiment les acteurs économiques. L'idée, c'était de dire aux entreprises, engagez-vous, déposez des engagements, vous allez être reconnus, vous aurez un logo, on parlera de vous. C'est vrai que ça paraît loin maintenant. Il y a eu beaucoup d'évolutions finalement. Et moi, j'ai eu l'opportunité dans des précédents postes d'être à la fois au sein des entreprises à constituer ces engagements biodiversité et structurer la démarche biodiversité en interne, mais aussi à accompagner des entreprises en tant que partenaires associatifs. Et pour moi, l'évolution, ça a été de différents ordres. D'une part, c'est une prise de conscience générale. On a parlé de la SNB. Je pense que maintenant, tout le monde sait qu'il y a vraiment cette perte de biodiversité, alors qu'il y a 10 ans, c'était encore quelque chose qui était peu connu. Les entreprises en ont davantage connaissance. Et également, il y a eu ces évolutions réglementaires qui font que les entreprises sont poussées à agir. Autre aspect par rapport à l'évolution, c'est que moi, je constate aussi qu'en entreprise, vous avez davantage de personnes qui ont des connaissances sur la biodiversité et même davantage de personnes qui représentent cette thématique de la biodiversité. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, les chargés de mission biodiversité, c'était vraiment extrêmement rare. Maintenant, il y a vraiment des développements, des départements développement durable qui sont structurés avec parfois des personnes qui sont dédiées à ce sujet-là. Sur la question de moyens, effectivement, je pense que ça peut rester une question en suspens dans le sens où il y a une prise de conscience, il y a vraiment des engagements qui sont mis, il y a des structurations. Après, est-ce que les moyens sont toujours présents? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Néanmoins, en tout cas, nous, de l'extérieur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une volonté de structurer la démarche des entreprises et une volonté d'aller au-delà de ce qui était fait il y a une dizaine d'années. Merci beaucoup. Anne-Claire, justement, quels ont été les grands défis que vous avez dû, je dirais, aborder, réussir
à passer pour prendre en compte ce sujet du vivant où aujourd'hui Perial est assez reconnu justement dans cette intégration pardon, de la biodiversité au sein des fonds? Je pense que c'est honnêtement pas le sujet qui a été le plus complexe à mettre en œuvre. Ce qui est important, encore une fois, c'est que ça s'intègre dans tout le dispositif existant, contractuel, organisationnel. Donc, on a parlé des compétences. Effectivement, il y a une personne dans mon équipe qui est le référent sur cette thématique-là, mais qui a aussi la responsabilité de former, en tout cas de sensibiliser l'ensemble des équipes en interne, donc les asset managers, les gestionnaires, et en externe, les property managers, les prestataires d'entretien d'espaces verts sur certains points, puisque c'est quand même leur métier initialement. Donc ça a été ce sujet-là qui a été peut-être le plus complexe, c'est-à-dire s'intégrer dans des cadres contractuels, préciser des objectifs précis en matière de biodiversité dans les mandats de property management, mettre en place des cadres de reporting pour s'assurer qu'on remonte bien l'information des actions qui sont réellement mises en place sur site. Mais une fois qu'on a ça, finalement, c'est assez simple. C'est plus une question de suivi, de données, d'informations à faire remonter, plutôt que de processus à déployer. Et effectivement, c'est ce que disait un peu Stéphane aussi, il y a parfois beaucoup de choses qui se passent déjà sur site parce qu'il y a un certain nombre de partenaires, de fournisseurs qui font très bien leur travail et l'information ne remonte pas toujours. Et donc, effectivement, cette phase d'analyse de l'existant, elle peut être aussi pleine de surprises positives dans le sens où on se rend compte que même si on veut mettre en place un dispositif nouveau, il y a aussi peut-être certains sites qui sont en avance, certains prestataires localement qui ont des démarches très vertueuses. Et l'idée, c'est aussi de voir comment sur un parc de 500 actifs, on peut remonter les bonnes pratiques, ce qui se passe bien, ce qui est très lié au territoire local, mais qui ne peut pas forcément se dupliquer tout le temps. Mais encore une fois, nous, on a une logique presque d'industrialisation des sujets. Donc, il faut qu'on réussisse à comprendre quels sont les éléments qui peuvent être déployés systématiquement, tout en prenant en compte des spécificités locales ou des partenaires locaux qui sont potentiellement un peu différents. Donc, ça nécessite peut-être de passer plus de temps avec certains qu'avec d'autres, de cadrer ou de vérifier un certain nombre de choses plus à certains endroits que d'autres. Mais globalement, c'était vraiment ça la ligne directrice, c'était de s'insérer dans ce qui existe, de mettre en valeur les partenariats existants et progressivement aussi de modifier les cadres contractuels quand c'était nécessaire. Merci beaucoup. Justement, vous avez parlé de vos prestataires éventuels. Aujourd'hui, on commence à entendre parler de biodiversité grise, d'impact au final de la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y a assez peu au final d'obligations, de réglementations par rapport à ces sujets-là. Est-ce que demain ou aujourd'hui, vous commencez à penser à challenger encore plus vos prestataires sur ce sujet des impacts qu'ils peuvent avoir en matière de biodiversité? C'est compliqué. Ce n'est pas le sujet qu'on a commencé à traiter. On commence à l'aborder de manière un petit peu large sur plusieurs thématiques. Alors, classiquement, en demandant aux prestataires, à l'ensemble de nos prestataires de travaux, de s'engager dans des démarches de signature de charte notamment, et qui couvrent des thématiques assez larges. Une fois qu'on a fait ça, on évalue aussi la performance ESG de chacun de ces prestataires et aussi de nos locataires avec des outils qui nous permettent pareil, de remonter de l'information assez automatiquement. Donc, on n'est pas là à le faire manuellement, mais ça remonte assez automatiquement. Donc, ça permet déjà de savoir quels sont les acteurs qui sont matures ou pas du tout sur une approche un peu globale. Et après, je pense qu'une des prochaines étapes, ce sera d'accompagner ces partenaires-là dans l'adoption de bonnes pratiques. Alors, ça peut être sur effectivement des prestataires plutôt de travaux qui peuvent avoir des impacts assez négatifs sur la biodiversité, mais ça peut être aussi sur d'autres prestations qui sont plus à l'échelle corporate, par exemple, ou des prestations intellectuelles. C'est un travail qui est assez long, qui est vraiment sur une logique d'achat responsable, mais c'est vrai que sur précisément le sujet biodiversité grise, on ne l'a pas encore travaillé. Merci beaucoup. Stéphane, vous êtes encore aux prémices, je dirais, de votre réflexion sur les sujets de stratégie. Et pour vous, quels ont été les défis au final auxquels vous avez été confrontés
pour commencer à aborder ce sujet de la biodiversité dans une vision un petit peu globale peut-être de l'entreprise? Alors, beaucoup de défis. Le premier point, je dirais, comme je l'ai dit plus tôt, le sujet de biodiversité, il était tout en bas de l'analyse de matérialité, tout en bas à gauche sur une liste de 20 sujets. Et on le sait tous aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, en tout cas, il y avait une tendance à dire il faut se concentrer sur les 3, 4, 5 sujets les plus matériels. De ce point de vue-là, si on suit cette logique-là, on ne devrait pas travailler sur le sujet biodiversité. Et c'est finalement ce qui a été répété depuis un certain temps, on va dire, dans la logique de simplification, même du reporting développement durable. Et c'est quelque chose, je pense, qui est en train de changer, puisqu'on passe de quelque chose où on se dit on se focalise que sur quelques points, certes, mais à la fois on a une responsabilité sur tous les sujets, et c'est aussi le principe du développement de la pensée intégrée, et c'est quelque chose qu'on essaie de développer. C'est-à-dire que chaque action que l'on a des conséquences sur une multitude d'aspects, et on doit comprendre les conséquences de ces actions. Et sur tous les aspects, même si c'est un sujet qui peut être un peu moins pertinent au niveau du groupe, si ça a un impact, il faut le prendre en compte. Et c'est vraiment ce changement un peu de pensée, de paradigme, de dire on se focalise simplement sur 2, 3 sujets ou 3, 4 sujets, à dire non, nous allons développer une pensée intégrée, responsable, qui prend en compte tous les impacts que nous avons. Bien sûr, ça ajoute beaucoup de complexité, c'est certain, mais à la fois, travailler sur tout ne signifie pas travailler sur tout de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où la Poste va continuer d'avoir un niveau d'ambition très élevé pour avoir un leadership, mais d'autres sujets où on a simplement une ambition d'être un bon citoyen, une entreprise responsable qui agit en conformité avec ce qui est attendu par les parties prenantes. Et finalement, faire ça, c'est faire le minimum dans un sens positif. C'est-à-dire quand on travaille sur les droits de l'homme, on pourrait faire un comparatif avec ça, travailler sur les droits de l'homme, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On ne peut pas le placer comme une ambition stratégique. Je veux éviter qu'il y ait du travail, enfin en tout cas pour la plupart des industries, du travail forcé dans mon industrie. C'est normal. De la même façon, la biodiversité, pour nous, c'est normal au même niveau. Et c'est ça, finalement, qui est la difficulté, d'autant plus que nous sommes une holding, donc on est une organisation très décentralisée. Donc il faut bien sûr respecter le pouvoir de décision de chaque filiale, tout en les influençant, tout en donnant une direction claire. Donc, c'est un équilibre à trouver entre donner des directions claires, mais à la fois ne pas, on va dire, ne pas centraliser l'organisation, puisque ce n'est pas notre logique de fonctionnement. Je dirais, et après, peut-être pour rebondir sur le point qu'Élodie avait énoncé plus tôt, vu que c'est un nouveau sujet, forcément, nous, au niveau corporate, on n'a pas forcément les compétences. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Comment évaluer un sujet quand on n'a pas les compétences dans notre équipe? Et ça, bien sûr, c'est un point qu'on peut surmonter quand on prend quand on demande l'aide d'expertise externe, mais c'était aussi, bien sûr, un enjeu. Si on avait déjà la connaissance en interne, ce serait forcément plus facile. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la stratégie climat que la Poste a mis en œuvre et peut-être quel est le lien qu'on pourrait faire entre cette stratégie climat et cette stratégie biodiversité qui est en cours d'élaboration? Bien sûr. Donc, on a une stratégie climat très ambitieuse. On a pour objectif d'ici 2040 d'être une entreprise avec 0 émission nette. Ça signifie que d'ici là, on réduira nos émissions, on va dire nos émissions de 90%, et le reste sera compensé à hauteur de 10%. On a été, je crois, la 6e entreprise suisse à recevoir la certification SBTI, Science Based Target Initiative. Donc, on prend ce sujet très au sérieux. Et bien sûr, les liens avec la biodiversité sont là. Si on prend par exemple le sujet du scope 2, donc l'électricité que l'on achète, une grande partie de l'électricité que l'on achète vient de la biomasse, et la biomasse, c'est directement lié à la biodiversité. Autre point, j'ai parlé un peu plus tôt de compensation. Pour sécuriser et pour s'assurer de la qualité de cette neutralisation, en fait, c'est la capture de carbone, hein, c'est le mauvais terme, pas la concession, c'est vraiment la capture de carbone. On a décidé de l'internaliser, donc on a développé une filiale, CDR, qui est en charge de développer un portfolio d'activités pour capturer le carbone des émissions qu'on ne pourra pas réduire. Et dans ce contexte-là, on a acquis en 2023 une forêt qu'on va gérer dans une optique de réduire, enfin de capturer au maximum le CO2. Et bien sûr, une forêt, on voit le lien direct là aussi avec la biodiversité que l'on doit prendre en compte. Merci beaucoup.
Élodie, justement, Stéphane tout à l'heure parlait de matérialité, de pensée intégrée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur cette vision de la double matérialité aujourd'hui qui est un petit peu essentielle dans la définition des stratégies? Oui. L'idée de la double matérialité, c'est de pouvoir avoir une analyse où on identifie à la fois les impacts, donc impacts négatifs que l'activité peut avoir sur l'environnement, mais également l'influence de l'environnement sur l'entreprise. Donc, on va avoir un axe, finalement, l'analyse de double matérialité représentée sous forme graphique, avec un axe impact et dépendance et un axe plutôt risque-opportunité. Cette analyse de matérialité, c'est une analyse qui doit être conduite avec les parties prenantes pour avoir le ressenti aussi des parties prenantes externes et leur vision sur les activités de l'entreprise. Donc, il y a une partie vraiment analyse très factuelle, impact, dépendance, risque, opportunité et intégration des parties prenantes. Et peut-être pour rebondir justement sur les éléments qui étaient évoqués, l'idée dans ces types d'analyses, c'est aussi d'avoir une vision qui est très large des activités de l'entreprise et pouvoir identifier la chaîne de valeur. C'est un des points clés finalement aussi des stratégies biodiversité si on veut que ça fonctionne, c'est-à-dire quels sont mes fournisseurs, avec qui je travaille, d'où viennent mes produits, qu'est-ce que je fais, comment je les transforme, où est-ce qu'ils vont, quelle est leur fin de vie. Et Anne-Claire en parlait tout à l'heure. Finalement, c'est l'écosystème complet de l'entreprise qui est à prendre en compte dans ces analyses-là et pour la stratégie biodiversité. Et toi, peut-être en tant que consultante, quels sont les défis que tu peux avoir justement à accompagner les entreprises dans l'intégration de ce sujet qui parfois n'est pas du tout connu au final? Je pense que le principal défi, c'est de pouvoir être agile et s'adapter au niveau de connaissance et au fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on va à chaque fois vraiment avoir une proposition d'accompagnement qui va être unique et qui va être associée aux besoins et aux possibilités de l'entreprise. En termes de défis, finalement, l'idée, c'est aussi pour nous de pouvoir être pédagogue, de pouvoir expliquer au niveau de l'entreprise quels sont les enjeux, puisqu'on a parlé de 2 accompagnements que Harpas Trans a pu avoir avec Perial et la Poste Suisse, 2 niveaux de maturité qui sont différents, et pour autant, ça reste toujours des missions qui sont très intéressantes, très enrichissantes, et ça nécessite un accompagnement qui soit vraiment personnalisé. Par rapport aux autres défis, je pense que donc il y a cette notion de niveau de maturité, il y a la notion aussi d'appréhension du sujet en interne, c'est-à-dire est-ce que le sujet a déjà été approprié, notamment par les dirigeants, puisqu'il peut y avoir cet aspect de valorisation économique. La biodiversité, ça pose une vraie question, c'est-à-dire très bien, vous allez mettre en place des actions pour la biodiversité, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter au niveau de l'entreprise, au niveau de notre CAPEX, au niveau donc, de nos dépenses d'investissement, de nos dépenses d'opération? Est-ce qu'on va y retrouver une plus-value? Et c'est vrai que parfois, la manière de réfléchir d'un responsable développement durable ne va pas forcément être la même manière de réfléchir que celle du PDG. Il faut réussir à s'adapter et montrer finalement en quoi la biodiversité peut vraiment avoir une plus-value monétarisable ou pas sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Justement, on parle de plus-value et là, du coup, j'ai envie d'entendre Stéphane et Anne-Claire sur ce sujet. Quelle plus-value? Est-ce que vous avez réussi justement à avoir le go de vos directions qui vous ont dit, allez, go, c'est trop bien? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on démontre que la démarche n'engendre pas des coûts supplémentaires importants, mais qu'au contraire, ça peut permettre justement d'attirer davantage de locataires qui sont comment dire, sensibles au sujet de la qualité de vie sur les bureaux notamment. On sait que ça va aider les équipes d'asset management. On sait que ça va aider à mieux valoriser le patrimoine par les experts. Alors, il y a un gros sujet de savoir effectivement comment ça se traduit dans la survaleur ou comment dire, la limitation de la décote des actifs immobiliers. Donc, c'est un travail qui est réalisé par les experts immobiliers. Donc, l'année dernière, les experts réunis au sein de l'Afrexim, donc leur association de place, ont publié une grille ESG qui permet d'évaluer un certain nombre de performances et de critères ESG de chacun des actifs. La promesse étant de dire, maintenant que c'est côté expert, l'expert a à la fois cette grille ESG, donc qui est normée à l'échelle de leur métier, et puis un mécanisme de valorisation financière plus classique. On espérait avoir finalement une corrélation assez directe entre des éléments extra-financiers qui sont peut-être plus forts sur certains actifs et donc une meilleure valorisation de l'actif.
Les équipes ne sont pas encore prêtes complètement, enfin, le mécanisme de corrélation n'est pas encore complètement prêt. Je pense qu'en 2024, nous, en tout cas, on travaille avec les experts pour déjà, effectivement, les former, les sensibiliser, leur faire comprendre la technique de ces enjeux, puisque c'est quand même des sujets qui sont assez complexes, et pouvoir les ramener à des indicateurs financiers assez évidents. Alors, autant pour l'énergie, ça semble assez simple de se dire je réduis mes consommations, donc je réduis mes charges, donc le loyer que je peux proposer à un locataire, la proportion de loyer pur sans les charges peut être augmentée, évidemment, tout dépend des négociations qu'on peut faire. Donc ça, c'est relativement simple, c'est relativement maîtrisé par les experts. En revanche, sur la biodiversité, on a fait quelques tests. Ils nous indiquent qu'effectivement, ça reste une appréciation pour le moment assez subjective. Donc tout l'intérêt, c'est de savoir comment, quand j'ai de la biodiversité qualitative sur mon site, est-ce que je vais pouvoir en faire enfin, voilà, générer un loyer supplémentaire? Est-ce que je vais pouvoir du coup avoir une valeur de l'actif plus élevée? Est-ce que je vais pouvoir le louer plus facilement? Est-ce que je vais pouvoir le vendre plus facilement? Voilà, donc c'est un peu comment je ramène à chaque fois ces éléments techniques potentiellement subjectifs à des éléments financiers standardisés. On y travaille. Nous, encore une fois, chez Perrier, on a ces convictions-là, donc ce n'était pas trop compliqué de convaincre. En revanche, effectivement, les épargnants, à la fin, nos clients, qui, eux, peuvent aussi être sensibles au sujet en disant, moi, j'investis dans un fonds parce que, notamment, il permet de travailler le sujet de la biodiversité. Évidemment, il faut que ça ait un impact financier positif. Donc, à la fin, que les rendements qu'on redonne aux investisseurs soient potentiellement meilleurs ou en tout cas plus stables dans le temps. Encore une fois, c'est des sujets qui sont nouveaux, donc qui nécessitent d'être étudiés et quantifiés, mais ça n'a pas été de gros freins chez nous. Très bien, merci. Stéphane, en tant que service public, je dirais, quelle est la valorisation que vous pouvez faire de ce sujet, biodiversité? Alors nous, on est encore au niveau du siège, on est encore au début de la démarche, mais ce que je peux dire, c'est que oui, on a eu un go pour faire des études, on a eu un go pour communiquer de façon plus transparente sur le sujet. Donc on est au tout début, on va dire, de la structuration du sujet et c'est soutenu par le siège. Et je pense que là, le point clé, c'est vraiment d'avoir une démarche qui est un peu ce que disait Elodie plus tôt, qui est liée, on va dire, qui est compréhensible par toutes les parties prenantes internes. C'est-à-dire qu'il faut parler le langage du PDG ou du conseil d'administration quand on parle avec eux. Il faut leur expliquer le sujet d'une façon adaptée. Et c'est là où avoir une démarche structurée est indispensable. Si on n'a pas ça, on ne pourra jamais les convaincre. On ne convaincra personne sur des visions, on va dire, long terme. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de concret pour l'entreprise. Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire actuellement. Merci beaucoup. Je vois le temps filer. Peut-être Anne-Claire, Stéphane, un petit mot sur justement les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, sur quelles sont les opportunités à s'engager et quels conseils vous pourriez donner. Euh, je pense qu'il y a il faut pas paniquer. Première chose, parce qu'effectivement, Elodie, tu le mentionnais tout à l'heure, les cas de reporting peuvent faire peur. Il y en a beaucoup, c'est très compliqué. La biodiversité est un sujet parmi d'autres sur toutes les thématiques RSE. Donc déjà, ne pas paniquer et avoir une logique, enfin une approche d'humilité et de pragmatisme. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se dire il faut que j'aille sur un niveau de détail extrêmement fin tout de suite. Mais voilà, de comprendre les choses, de savoir où l'entreprise se situe dans la chaîne de valeur, quel intérêt ça peut avoir pour l'entreprise de travailler ce sujet-là, quels sont les freins à lever, on en a parlé, effectivement, est-ce qu'il y a des équipes ou des parties prenantes qui peuvent avoir des intérêts contraires ou en tout cas qu'il va falloir aller convaincre. Se rendre compte aussi des impacts négatifs qu'on génère. Je pense qu'on n'est pas forcément très conscient. On a parlé un peu de la biodiversité grise. C'est des sujets qui sont compliqués, mais qu'il faut essayer de matérialiser. Et puis, je pense que l'atout que la biodiversité a par rapport au sujet notamment de climat, c'est la faculté à démontrer des résultats assez rapidement et donc assez enthousiasmant et assez embarquant pour les équipes. Voilà. Stéphane? Moi, je dirais, enfin, pour rebondir sur l'enjeu des réglementations, des lois, je pense qu'il ne faut pas
se concentrer sur les lois et les réglementations, il faut se concentrer sur leur logique, l'esprit. Les lois évoluent, il y aura toujours des nouvelles lois, il y aura toujours des nouvelles réglementations. Ça restera toujours complexe, mais à la fois, je trouve que toutes vont dans la même direction. Et la direction est assez claire. C'est vraiment la logique de responsabilité, de transparence. Enfin, si aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous êtes au début du chemin, il n'y a aucune honte à être au début du chemin et communiquer de façon honnête vis-à-vis de vos parties prenantes sur ce sujet. C'est déjà, enfin, l'opposé serait faire du greenwashing et c'est pas ce que vous souhaitez pour vous-même, pour la réputation de votre entreprise. Donc, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, honnête avec ses parties prenantes et se concentrer vraiment sur une logique de responsabilité sur le long terme. Et finalement, les lois, les réglementations sont plus des leviers pour expliquer, puisque finalement, les lois ne sont que le reflet des attentes de l'État et des citoyens d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans cette discussion en interne. Merci beaucoup. Élodie, peut-être en tant que responsable d'activité et par rapport aux opportunités qu'on a vues de travailler sur ce sujet du vivant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ton rôle et comment tu accompagnes justement les entreprises avec ton équipe? Alors, pardon. Donc, au sein de Gondwana et de la cellule stratégie biodiversité, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, qu'on soit une entreprise de service, qu'on soit une entreprise dans le secteur agroalimentaire, cosmétique, extractif ou immobilier. On travaille actuellement avec des entreprises qui sont basées en France ou dans d'autres pays qui peuvent avoir un scope d'activité plutôt français ou plus large. En termes d'actions qu'on mène et l'expertise qu'on fournit à nos clients, ça va de l'évaluation des liens entreprise et biodiversité. On avait évoqué tout à l'heure la partie double matérialité. Donc, quels sont les impacts négatifs que vos activités peuvent générer sur la biodiversité, mais aussi comment est-ce que vous dépendez de ces impacts, donc à travers des méthodes qui sont reconnues. On travaille également, ça c'est à l'échelle du groupe, pour analyser donc impact opportunité, mais aussi impact, dépendance, risque, opportunité, mais aussi les actions concrètes qui sont faites sur les sites à travers des cartographies de sites. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, les sites peuvent représenter des enjeux vis-à-vis de la biodiversité de par leur localisation, mais c'est aussi intéressant d'avoir une cartographie des actions qui sont mises en œuvre sur les sites et des démarches en faveur de la biodiversité très locale. Ça nous permet aussi de prioriser les activités, si vous avez différentes activités, si vous avez différents sites, de pouvoir prioriser, hiérarchiser et vous accompagner après dans la définition des enjeux principaux et de comment on traite ces enjeux. Le deuxième aspect, c'est la partie conformité réglementaire. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, vous êtes concerné et forcément interrogatif vis-à-vis de certaines réglementations. On est là pour accompagner aussi les entreprises pour mieux comprendre ces cadres réglementaires, les accompagner dans cet exercice de reporting, que ce soit sur la taxonomie européenne, que ce soit sur la CSRD à l'échelle des groupes. Et on développe également un outil d'analyse de la CSRD avec une vision plutôt site. La stratégie biodiversité, une fois que vous connaissez vos enjeux, que vous les avez priorisés, l'idée c'est de pouvoir définir donc, cette vision globale, avoir des objectifs, structurer sa démarche. Je pense que structurer la démarche, c'est un mot qui est revenu régulièrement et c'est un mot qui est très important, tout comme la notion de chaîne de valeur qui est très importante. Donc, structurer sa démarche à travers une stratégie qui va prendre en compte les objectifs que vous voulez vous fixer, mais aussi de manière très opérationnelle. Quels sont les indicateurs que vous allez utiliser? Quels sont les plans d'action que vous allez mettre en œuvre et à quelle échéance? Quels sont les moyens? Donc ça, intégrant vos sites, intégrant la chaîne de valeur. On est là donc pour vous accompagner là-dessus et également sur la partie de reconnaissance, puisque la reconnaissance externe apporte quand même une plus-value aussi pour les entreprises et les dispositifs tels que Engagés pour la nature, entreprises engagées pour la nature, peut se faire avec une expertise extérieure pour bien répondre aux critères qui sont définis. On parlait d'acculturation, on parlait de sensibilisation et de formation des salariés. C'est quelque chose qui nous semble vraiment important de pouvoir les associer aux démarches, que ce soit dans la réflexion sur la stratégie biodiversité, puisque nous, on va être là pour vous fournir une expertise de pointe, mais il reste important de pouvoir associer les personnes en interne pour qu'il y ait cette acculturation. Ça va passer par des ateliers de co-réflexion, mais également par des actions de sensibilisation, de formation à tous les niveaux de l'entreprise. On a aussi la mise en œuvre opérationnelle des actions. La force qu'on a au sein de Gondwana et Harpastrans, c'est qu'on va
c'est qu'on a à la fois cette partie stratégie biodiversité d'entreprise, qu'on a un pôle qui est compétent sur les notions de RSE, donc pour avoir une stratégie biodiversité qui soit intégrée et qui soit multifactorielle, pour ne pas réfléchir en silo. Mais on a aussi des compétences très techniques et très opérationnelles sur la réalisation d'inventaires écologiques et de suivi, sur la mise en œuvre d'actions de génie écologique, sur la déclinaison d'opérations. Puisque forcément, une fois que l'engagement a été défini, il faut quand même le mettre en œuvre très concrètement. Donc ça va passer par des opérations de terrain. Ça va passer aussi par des documents cadres, comme des cahiers des charges, comme des chartes d'approvisionnement, par exemple. La certification aussi, puisque quand vous faites des actions qui ont un impact positif, c'est quand même intéressant de le valoriser. Et comme l'expliquait Anne-Claire tout à l'heure, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de la valorisation économique, la certification et la labellisation des sites peut apporter cette plus-value. Et le dernier temps, c'est les notions de reporting, où on accompagne également notre client pour définir des indicateurs de reporting, pour construire des méthodes de reporting et pour les accompagner dans cet exercice de reporting et d'adaptation de leurs actions. Merci beaucoup, Élodie. Et ça permet presque aussi de conclure cette table ronde. Donc, je remercie nos trois intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir pour leurs interventions et leurs engagements. J'ai quand même écrit quelques petits mots qui sont revenus que je trouvais très intéressants sur cette notion d'intégration de la biodiversité dans les stratégies. Être humble, être multifactoriel, avoir une démarche qui peut être qualitative, d'intégrer les sujets de climat, les KPI. Et au final, on se rend compte que certes, les réglementations donnent un cadre, une démarche, mais ça peut aller au-delà dans vos actions. Et aujourd'hui, les réglementations ne vous engagent pas forcément à sensibiliser à 100% l'ensemble de vos collaborateurs, à sensibiliser l'ensemble des partenaires avec qui vous travaillez. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui. Je pense qu'il faut encore sur ce sujet de la biodiversité évangéliser. Et ces stratégies vous permettent d'évangéliser et de prendre en compte encore plus notion que le vivant est indispensable pour vos entreprises et vos business. Merci à tous. Il y a une petite question, Anne-Claire, pour toi. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur le C2S ? Le C2S, coefficient socio-écologique par surface. Donc, c'est un coefficient qui est calculé en fonction d'un certain nombre de critères en matière de qualité de la biodiversité et de la quantité. Donc, concrètement, c'est un outil qui nous permet de lister ligne à ligne les types de végétalisation, les types d'arbres en surface, en nombre, la qualité de l'entretien des espaces verts, comment les espaces extérieurs sont aussi valorisés pour le bien-être et la sociabilisation des locataires. Est-ce qu'il y a du mobilier? Est-ce que les espaces extérieurs sont accessibles? Ce genre d'éléments. Et puis, il y a une notion évidemment d'entretien, de qualité de l'entretien de ces espaces verts et de sensibilisation des locataires. Donc, c'est il y a 3-4 grandes thématiques. Il y a un certain nombre ensuite de critères qui sont évalués site par site, qui donnent une note, un coefficient qui est maximum sur 8. Alors 8 étant un état idéal de forêt de chênes charmés, donc qui n'arrivera pas sur nos actifs immobiliers, et qui permet de projeter un idéal. Et notre engagement, c'est d'améliorer ce score d'à minima 30% à l'échelle de notre fonds PF Grand Paris. Et donc, concrètement, actif par actif, en fonction des caractéristiques qu'on a identifiées en termes de priorisation, on vient faire des audits. L'équipe Gondwana vient faire des audits sur site, évaluer ce coefficient, proposer des actions d'amélioration qui sont ensuite chiffrées en termes d'amélioration de ce coefficient. On vient ensuite choisir les actions qui sont proposées en fonction des coûts qu'on a, en fonction des stratégies d'actifs qu'on a. Les actions sont mises en place et on vient vérifier la réelle mise en place des actions sur site pour valider le fait que le coefficient se soit amélioré. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, éventuellement, il y a des questions par rapport aux interventions qui ont été portées ce matin? Je vais vous laisser vous présenter également. Éric Ferréol de FNE Île-de-France. La taxonomie verte, la CSRD, c'est censé faire changer les modèles d'affaires des sociétés. Donc, à un moment donné, certaines sociétés comme Decathlon
vont décider d'abandonner des secteurs, d'abandonner des produits, d'abandonner des fonds, etc. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette situation? Alors, au niveau de la taxonomie, c'est relativement. Donc, la réponse pour moi, ce serait non. Néanmoins, je pense que c'est des questions qui vont se poser. Si on identifie certains modèles d'affaires comme étant délétères, c'est aussi du rôle, en tout cas nous de consultants, de pouvoir le porter à connaissance de l'entreprise. Après, c'est une question de responsabilité d'entreprise, de pouvoir faire ses choix et de pouvoir se dire, je m'aligne de telle manière sur la taxonomie. Mais donc la réponse initiale, c'est non, pour l'instant, pas pour l'instant. Je rebondis sur le sujet taxonomie aujourd'hui. Ce qui va être, ce que nous on constate, c'est que typiquement certaines banques, quand on souhaite être financé pour à l'échelle d'une acquisition d'actifs ou d'un refinancement d'actifs, les banques sont de plus en plus attentives à financer des projets qui répondent aux critères de la taxonomie. Donc ce qu'on peut essayer de projeter, c'est effectivement aujourd'hui à date, ça n'existe pas encore, mais en revanche, à moyen terme, on peut se dire que si les projets financés ne respectent pas les critères de la taxonomie, il n'y aura pas de financement. Et donc, mécaniquement, s'il n'y a pas de financement, est-ce que le modèle économique est toujours viable? Donc, effectivement, ça peut mener à ces réflexions-là. On n'y est pas forcément encore. En revanche, au-delà de la taxonomie, je pense que les entreprises peut-être les plus avancées qui ont une réflexion un peu plus mature sur ces sujets-là sont peut-être celles qui s'engagent dans des démarches de certification Bicorp, d'entreprise à mission, où là, pour le coup, il y a vraiment une remise à plat des activités et de savoir si finalement c'est cohérent avec les engagements qu'on prend, plutôt dans une approche, pour le coup, plus qualitative, je pense, actuellement. Mais sur la taxonomie, je pense que ça va arriver assez vite sur des notions de est-ce que mon activité peut être financée ou pas. Merci. On peut encore prendre une question éventuellement s'il y a une question. Je pense que du coup, ça a été très clair. Du coup, je vous remercie pour votre attention et je remercie nos intervenants. Merci Stéphane, tu nous suis depuis la Suisse, donc on voit que les événements Arpas Trans évoluent aussi maintenant. Merci pour tout. Merci à tous.